J'avais déjà signé les papiers du divorce et j'étais prête à partir pour toujours. Jusqu'à ce que ma petite fille me dise « Maman, papa reste debout toutes les nuits pour regarder tes photos ». Morgane Dubois avait signé les papiers du divorce un mardi de juillet dans le Haut-Marais sans que Julien ne se présente. Pendant 4 mois, elle avait interprété chaque silence de son mari comme une confirmation que son amour était terminé, jusqu'à ce que sa fille de 6 ans pose une simple question sur la banquette arrière de la voiture. Ce que Morgane ignorait, c'est que Julien portait un secret qu'il n'avait pas le courage de révéler et que quelqu'un au sein de leur propre famille avait monté un mensonge élaboré pour les séparer avant qu'elle ne découvre la vérité. Pour démêler le vrai du faux, Morgane devrait utiliser tout ce qu'elle savait en tant qu'avocate et être prête à entrer dans un hôpital à 6h45 du matin avec 11 lettres non scellées dans son sac. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification avant de continuer, car cette histoire vous surprendra encore plus d'une fois. Le bureau du médiateur se trouvait avenue des Champs-Élysées, entre un studio de Pilates où il n'y avait jamais de place de parking et un café aux fenêtres embuées où Morgane n'était jamais entrée. C'était dans un bâtiment en granit crème qui semblait avoir été érigé dans l'intention explicite de communiquer la permanence. Morgane gara sa voiture à 9h32 un mardi matin de juillet. Elle resta assise sur le siège du conducteur, les 2 mains posées sur le volant, regardant la façade du bâtiment pendant 3 minutes. Elle ne mesurait pas activement. Puis elle ouvrit la portière et sortit sur le trottoir où le soleil d'été éclatant frappait, projetant des ombres nettes et impitoyables. La salle d'attente comportait 4 fauteuils en cuir noir, un aquarium encastré dans le mur avec 2 poissons rouges qui regardaient le vide avec la tranquillité inébranlable de ceux qui n'ont jamais eu à prendre de décisions difficiles. Et une odeur distincte de vieux papier mélangé à un climatiseur qui ne s'arrêtait jamais. La réceptionniste appela Morgane par son nom de famille avec la neutralité de quelqu'un qui avait déjà appelé le couple Dubois et en appellerait 200 autres après sans varier son ton d'un demi-pas. À l'intérieur, l'avocat de Julien était déjà assis lorsque Morgane entra, un homme d'une 50aine d'années en costume gris anthracite avec une mallette en cuir marron qui n'avait pas encore été ouverte. Il y avait 2 tasses de café intactes sur une petite assiette en céramique blanche au centre de la table, offerte par le bureau, que personne n'avait touchée. Julien n'était pas là. Morgane s'en rendit compte en balayant la pièce du regard en moins de 2 secondes. Elle s'était attendue à le trouver là, même en sachant qu'il ne viendrait pas, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'en 4 ans de mariage, il n'avait jamais manqué au moment qui comptait vraiment. Et une partie d'elle n'avait pas encore été correctement avertie que cela avait changé pour toujours. Chloé Girard, l'avocate de Morgane, lui toucha légèrement le coude. « Asseyons-nous. » Morgane s'assit. La dissolution des biens du couple Dubois occupait 47 pages et 3 annexes avec des évaluations immobilières signées par une société indépendante. Morgane avait tout relu la veille vers minuit, allongée sur le matelas du nouvel appartement du Marais avec un lampadaire qui produisait un léger bourdonnement intermittent et un verre d'eau sur la table de chevet qui restait plein et intact jusqu'au matin. Ce qu'elle n'avait pas compris depuis la première ébauche envoyée par l'avocat de Julien 3 semaines auparavant, c'était la répartition des termes. Elle avait relu la section sur les actifs tellement de fois qu'elle en connaissait les chiffres par cœur et pourtant ils n'avaient toujours aucun sens. L'appartement terrasse de 220 mètres carrés dans le Haut-Marais allait entièrement à Morgane. La garde exclusive de Mathilde lui était accordée, Julien ayant des droits de visite tous les 15 jours. 40% des actions de Caldwell Holdings, évaluées cette semaine-là par une firme indépendante à un chiffre proche de 23 400 000 €, étaient transférées à une société holding établie au nom de Morgane. Julien garderait la maison de Saint-Tropez, les 3 voitures et les comptes d'entreprise. Chloé avait été directrice lors de leur première réunion stratégique 2 mois plus tôt. Préparez-vous à une longue bataille. Les maris avec ce niveau de richesse ne cèdent pas un pantouse et des capitaux d'entreprise sans se battre sur chaque point dans au moins 2 tribunaux différents et un appel spécial. Morgane s'était préparée méticuleusement. Elle avait rassemblé la documentation de sa contribution conjugale à leurs biens, un historique des décisions qu'elle avait influencées en tant que conseillère juridique interne pendant leurs 3 premières années de mariage, des relevés de dépenses, des évaluations d'immobilière parallèles et toute l'architecture d'un litige prolongé. Elle s'était préparée à une guerre épuisante et coûteuse. Il n'y eut pas de guerre. Julien avait signé la proposition sans modifier une seule virgule un lundi après-midi, seul dans le bureau de son avocat,
tandis que Morgane assistait à la réunion parents-professeurs de la maternelle de Mathilde. Écoutant mademoiselle Leclerc expliquer que la fillette avait un vocabulaire pour une enfant de 6 ans qui était à la fois impressionnant et légèrement perturbant dans les contextes de cours de récréation où les autres enfants ne savaient pas toujours comment répondre à ce que Mathilde disait. Morgane signa en 17 endroits différents en 40 minutes, ponctués uniquement par le bruit du stylo sur le papier et le climatiseur qui ne s'arrêtait jamais. À 9h40 du matin, les notaires tamponnèrent le document final avec un bruit sec et définitif qui resta suspendu pendant exactement 1 seconde dans la pièce avant de se dissoudre dans le silence. Chloé serra légèrement le bras de Morgane. « C'est fait. » Morgane dit « Merci. » Elle recueillit sa copie, la plaça dans son sac avec un soin tout à fait inutile pour un papier qu'elle n'ouvrirait pas de sitôt, et sortit dans la rue. Elle alla chercher Mathilde chez sa mère dans le 7e arrondissement, où la fillette avait passé la semaine pour faciliter la logistique du déménagement dans le nouvel appartement. Mathilde sortit en courant, son sac à dos sur les épaules et l'un des lacets de ses baskets roses complètement défaits. Elle serra sa mère avec tout le poids d'un corps de 6 ans, le genre de câlin qui ne calcule aucune intensité, et demanda si elle pouvait écouter Baby Shark dans la voiture parce qu'elle avait appris la nouvelle partie des paroles avec Isabelle à la maternelle. Morgane dit qu'elle pouvait. Elle plaça soigneusement sa fille sur la banquette arrière, ajusta la ceinture de sécurité avec une attention légèrement excessive pour une tâche qu'elle avait accomplie 300 fois, et quitta la rue du 7e arrondissement en direction du Marais avec Baby Shark commençant au 2e couplet. Sur la 5e avenue, dans le tronçon qui bloquait tous les jours de semaine vers 11h du matin avec la ponctualité d'un phénomène géologique, Mathilde cessa de fredonner et s'assit tranquillement. Regardant par la fenêtre de droite où se trouvait un ginkgo dont les feuilles vertes luxuriantes pendaient légèrement sous la chaleur accablante de juillet. Puis elle demanda avec exactement le ton que les enfants de 6 ans utilisent pour des questions auxquelles les adultes n'ont pas encore trouvé de réponse. « Maman, savais-tu que papa reste éveillé au milieu de la nuit pour s'excuser auprès de ta photo ?» Le feu de circulation passa au vert. Morgane accéléra lentement. Ce n'était pas la première fois. La semaine précédente, Mathilde avait commenté que papa pleurait quand il pensait qu'elle dormait. La semaine d'avant, elle avait demandé pourquoi papa ne venait plus dîner. Et la semaine d'avant, elle avait dit que papa se tenait parfois à la fenêtre du bureau, regardant la rue, et il semblait qu'il cherchait quelqu'un. Morgane avait appris à ignorer ces informations avec la discipline de quelqu'un qui a besoin de toutes ses capacités pour fonctionner en même temps. Parce que si elle se permettait de s'attarder sur chaque chose que Mathilde disait à propos de Julien, il ne resterait plus aucun terrain solide nulle part. Elle répondit que la petite fille avait dû rêver. Mathilde dit avec la sérénité spécifique d'une enfant de 6 ans qui n'a aucun doute sur ce qu'elle a vu, « Je ne rêve pas, maman. Je l'ai vu. » Puis elle demanda de changer la musique pour la chanson des dinosaures parce que c'était plus entraînant. Morgane changea. Mathilde chanta la chanson des dinosaures du début à la fin et de la fin au début, ce qui était un talent que la fillette avait récemment développé et que Morgane trouvait à la fois impressionnant et légèrement épuisant. Puis elle s'endormit, la tête penchée, avant qu'elle n'atteigne l'appartement. Morgane enleva les chaussures de Mathilde sur le lit sans la réveiller, remonta la couverture jusqu'aux épaules de la fillette et resta à la porte de la plus petite chambre du nouvel appartement, regardant le visage de sa fille à travers la faible lumière pour vérifier qu'elle dormait. Mathilde avait la bouche légèrement ouverte et un bras en dehors de la couverture, dormant avec ce détachement de quelqu'un qui ne connaît pas le poids des choses que les adultes autour d'elle portent. Morgane alla à la cuisine. 4 mois auparavant, en mars, c'était un dîner mensuel du mercredi chez Éléonore, la matriarche du bois, dans un hôtel particulier du 16e arrondissement avec des escaliers en bois verni et l'odeur constante de gardénia provenant d'un diffuseur électrique dans le couloir d'entrée. Que Morgane n'avait jamais vu être rechargé. Pourtant, il ne manquait jamais de parfum. Julien était là quand Morgane arriva à 20h, comme à son habitude d'arriver tôt pour discuter du bilan trimestriel et des projections à venir avec oncle Arthur, un rituel commercial que les hommes du bois traitaient comme une sorte de prière nécessaire. Avant le dîner, Audrey, la cousine de Julien, qui était vice-présidente des opérations de la société de développement, s'assit à côté de Morgane sur le canapé vert du salon principal. Audrey demanda si elle allait bien avec ce soin spécifique que Morgane avait toujours interprété comme le genre de soin qu'une cousine de Marie cultive comme une compétence de navigation familiale.
Pas entièrement sincère, pas entièrement performative, quelque chose entre les deux qui n'avait pas encore de nom précis. Au milieu du dîner, Julien fut appelé par un associé à Londres qui ne pouvait pas attendre le lendemain. Il s'éloigna de la table pendant 20 minutes, revint et s'excusa auprès du groupe autour de la longue table. Il dit qu'il avait résolu le problème. Il dit, Londres appelle toujours au pire moment. Audrey dit qu'il avait pris trop de temps et que le dessert allait presque sortir de la cuisine. Pourquoi tu ne montes pas le chercher avant qu'il ne refroidisse? La bibliothèque est au 2e étage, 3e porte à gauche. Morgane monta. La porte était entr'ouverte, ce qu'elle interpréta comme un signe que Julien était toujours en communication et n'avait pas fermé la porte en entrant. Elle entra sans frapper, s'attendant à le trouver debout près de la fenêtre, son téléphone dans la main gauche, le côté qu'il utilisait toujours lorsqu'il était agité avec un fournisseur. La bibliothèque était vide. Sur le bureau en bois sombre, il y avait un téléphone portable dans une coque en silicone noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant, l'écran tourné vers le haut et allumé. Morgane le vit parce qu'elle était directement devant le bureau, à 2 pas, l'œil naturellement attiré par l'écran allumé par le même instinct qui attire quelqu'un vers une fenêtre ouverte dans un couloir fermé. L'écran affichait une conversation par message texte entre un contact enregistré simplement sous R et une autre personne dont Morgane lut le prénom avant de réussir à détourner le regard, et il était déjà trop tard. Il y avait 3 photos dans la conversation, prises dans un hôtel que Morgane reconnut par le détail de la doublure dorée des rideaux en arrière-plan, se raclant la gorge pour avaler la soudaine boule d'anxiété. Elle se souvint que Julien l'y avait emmenée pour leur 2e anniversaire de mariage pour un dîner privé qui s'était terminé par eux deux à la piscine sur le toit à 2 heures du matin, riant de quelque chose qu'aucun d'eux ne serait capable de reconstituer entièrement plus tard. Que Morgane avait gardé comme l'un de ses souvenirs qui deviennent plus vifs avec le temps au lieu de s'estomper. Elle resta immobile, fixant l'écran pendant exactement le temps nécessaire pour que tout doute raisonnable disparaisse complètement. Puis elle descendit lentement les escaliers, la main sur la rampe qu'elle n'utilisait jamais. Elle dit que Julien terminait l'appel. Elle mangea le dessert sans rien goûter du tout. Elle rentra dans le haut marais, assise sur le siège passager avec Mathilde endormie à l'arrière. Et Julien, au volant, demanda si elle allait bien. Morgane dit qu'elle était fatiguée, ce qui était une description si incomplète de ce qu'elle ressentait qu'elle finit par être presque la vérité en raison de tout ce qu'elle omettait. 3 jours plus tard, elle lui dit qu'elle savait. Julien ne le nia pas, ni ne s'expliqua. Il se tint au milieu du salon de l'appartement terrasse, les mains dans les poches de son pantalon gris, que Morgane l'avait aidé à choisir un samedi après-midi au sentier parce qu'il n'arrivait pas à se décider entre 2 nuances presque identiques. Il la regardait avec une expression qu'elle ne savait pas décoder à ce moment-là. Quelque chose de très calme en surface avec une densité en dessous qui n'était pas compatible avec l'indifférence, mais pour laquelle elle n'avait pas d'autre nom. Morgane demanda s'il voulait dire quelque chose. Il dit qu'il était désolé. Elle alla dans la chambre, ferma la porte sans la verrouiller, et le lendemain matin commença à chercher un appartement. Maintenant, avec Mathilde endormie dans le marais, Morgane ouvrit son ordinateur portable sur la table de la cuisine et fixa le dossier final de l'accord qu'elle avait signé ce matin-là. Les mêmes pages, les mêmes chiffres, 40% des actions, l'intégralité de l'appartement terrasse, la garde exclusive. Chloé avait dit que c'était une générosité entièrement hors norme et qu'elle devait être analysée avec prudence, que parfois cela signifiait la culpabilité et parfois que l'autre partie voulait garder quelque chose loin d'un litige formel. Morgane avait répondu que le motif n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que Mathilde ait de la stabilité. C'était une réponse véridique. Mais il y avait une autre question juste à côté, non posée à voix haute, que Morgane portait depuis la première fois qu'elle avait lu les termes 3 semaines plus tôt et qu'elle portait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un qui ne veut plus de sa femme céderait-il simplement tout sans contester absolument rien? Morgane ferma l'ordinateur portable, prépara du thé qu'elle ne but pas, lava la tasse et alla se coucher. Le robinet de la salle de bain gouttait toutes les 43 secondes. Elle les compta pendant un bon moment. 3 jours après avoir signé les papiers, Morgane emmena Mathilde à l'appartement terrasse pour récupérer l'ours en peluche qui avait été laissé sur l'étagère de la chambre de la fillette pendant le déménagement.
Selon Mathilde, le lapin en crochet bleu qu'elle avait reçu de sa grand-mère pour le nouvel appartement serait jaloux jusqu'à ce qu'il rencontre l'ours en peluche. C'était son plus vieil ami et il devait donc être présent pour les présentations. Morgane ne remit pas en question la logique. C'était la logique d'une enfant de 6 ans, et elle avait appris que la logique des enfants de 6 ans possédait une cohérence interne qui méritait le respect, même lorsqu'elle n'avait aucun sens pour quiconque avait plus de 6 ans. Elles arrivèrent à 10h20 un vendredi matin. Morgane avait envoyé un message à l'avocat de Julien l'informant de la visite pour récupérer les affaires de Mathilde, comme établi par l'accord de séparation temporaire régissant l'accès à la propriété jusqu'à la conclusion du processus. Ce qu'elle ne s'attendait pas à trouver, c'était Julien lui-même à la maison. Il était dans le salon, debout, son téléphone à la main et une tasse de café sur l'îlot de la cuisine qui n'avait pas été touchée depuis qu'elle y avait été posée, arborant cette nuance spécifique de café déjà trop froid pour être bu. Mais que personne ne retire par pure inertie parce que le retirer exigerait une décision. Et parfois, les gens n'ont plus de décision à prendre pour de petites choses. Julien portait une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, et ses cheveux étaient encore légèrement humides d'une douche matinale, suggérant qu'il n'était pas rentré depuis longtemps. Lorsqu'il entendit la clé dans la porte, il leva les yeux. Mathilde lâcha la main de Morgane dans l'entrée et courut vers son père, criant « Papa », avec l'enthousiasme sincère de quelqu'un qui n'a pas vu une personne depuis bien plus de 3 jours. Julien s'agenouilla pour accueillir sa fille. Il serra Mathilde avec les 2 bras serrés, fermant les yeux pendant une seconde qui dura plus qu'1 seconde. Généralement, cela dure quand quelqu'un ferme les yeux en silence. Puis il souleva la fillette dans ses bras. Mathilde dit qu'elle voulait lui montrer la dent qui bougeait depuis 5 jours et qu'elle voulait vraiment arracher. Il devint sérieux et lui demanda de ne pas l'arracher prématurément parce qu'arracher une dent trop tôt abîme la dent permanente. Mathilde dit qu'elle essaierait, mais que la dent était très invitante. Il dit que si elle avait besoin d'aide avec un morceau de fil, elle devait le lui faire savoir. Morgane était restée dans l'entrée du salon. Julien la regarda par-dessus l'épaule de Mathilde. Il dit qu'elle venait chercher les affaires de Mathilde. Elle dit oui, l'ours en peluche et quelques vêtements qui avaient été laissés. Il leur dit de faire comme chez elle et qu'il partirait sous peu. Ce fut l'intégralité de la conversation entre eux. Julien était visiblement plus mince. Morgane le remarqua parce que c'est le genre de variation que la mémoire des yeux enregistre chez quelqu'un vu tous les jours pendant 4 ans. Ces changements de poids et de posture qui sont invisibles pour quelqu'un qui croise la personne dans la rue, mais sont immédiats pour quiconque connaît chaque détail du corps de cette personne sous tous les angles et sous tous les éclairages. Ce n'était pas une minceur dramatique, mais elle était là. Il y avait aussi quelque chose dans la couleur de son visage qui n'était pas tout à fait normal. Une légère pâleur qu'elle attribua à l'épuisement parce que l'épuisement était une explication disponible et simple et qu'elle avait profondément besoin d'explications disponibles et simples. Julien dit qu'il avait une réunion et qu'il devait partir. Il prit son téléphone, versa le café froid dans l'évier sans en renverser une goutte, et alla chercher son blazer au porte-manteau près de l'entrée. Avant de partir, il retourna vers Mathilde, qui était dans le couloir, s'agenouilla de nouveau et dit qu'il appellerait avant l'heure du bain. Mathilde dit qu'avant l'heure du bain, c'était génial parce qu'après l'heure du bain, elle devenait somnolente avant que les histoires ne soient terminées. Il dit que c'était noté. Il passa la main dans les cheveux de sa fille avec le geste de quelqu'un qui est pressé mais ne peut pas partir sans faire ce geste spécifique qui ne remplace rien de plus grand, juste lui-même. Puis il sortit. Morgane resta un instant dans le salon après le bruit de la porte. Puis elle appela Mathilde et dit qu'elles allaient chercher l'ours en peluche. La chambre de Mathilde dans l'appartement terrasse avait une longue étagère que la fillette avait organisée selon les critères de la hiérarchie de l'amitié, ce qui était un ensemble de règles strictes selon elle. Mais que Morgane n'avait jamais réussi à déchiffrer entièrement car les règles semblaient légèrement changer d'une visite à l'autre. L'ours en peluche était à l'extrémité gauche, la position d'honneur réservée au plus vieil ami. Morgane le prit pendant que Mathilde ouvrait le placard pour récupérer la boîte de crayons de couleur qu'elle avait laissée. Mathilde se souvint alors avec le naturel de quelqu'un qui se rappelle une chose qu'elle avait oublié de mentionner pendant 20 minutes, qu'il y avait aussi le lapin en crochet bleu dans le bureau de papa qui avait atterri là il y a des semaines quand elle l'avait emmené pour le montrer à son père. Et qu'il l'avait finalement gardé.
Morgane dit qu'elle ne se souvenait d'aucun lapin bleu dans le bureau. Mathilde dit qu'il était dans le panier dans le coin et qu'elle irait le chercher elle-même et se dirigea vers le couloir. Morgane la suivit jusqu'à la porte du bureau de Julien. C'était une pièce que Morgane connaissait intimement, avec le bureau en verre trempé, les bibliothèques remplies de manuels d'ingénierie structurelle, des classeurs numérotés par année, et environ 4 trophées de prix de construction de l'industrie que Julien n'avait jamais placés ailleurs dans la maison, comme si c'était le seul endroit où ils avaient un sens. Et une grande fenêtre donnant sur la cime des arbres du jardin voisin que Morgane avait toujours apprécié, surtout les jours de pluie d'été. Mathilde se dirigea directement vers le panier dans le coin de la pièce, où quelques jouets avaient migré au cours des 2 dernières années de son père, fonctionnant selon la même loi inexorable qui fait que les objets des enfants apparaissent dans toutes les pièces de la maison sauf la chambre où ils appartiennent. Pendant que Mathilde cherchait le lapin avec la concentration intense de quelqu'un qui mène une mission importante, Morgane se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur la poignée. Ce n'était pas son intention de regarder le bureau, mais les yeux se tournent vers le bureau dans un bureau pour la même raison qu'ils vont vers une fenêtre, par orientation, par habitude, parce que c'est là que l'espace mène naturellement. Sur le bureau se trouvait une pile de documents, et dépassant dessous un dossier en carton marron, un papier avec un en-tête d'hôpital que Morgane ne pouvait voir que partiellement, juste le bord inférieur et un morceau de logo qu'elle reconnaissait vaguement sans pouvoir le nommer précisément. Mais il avait le genre de design propre et sobre que Morgane avait déjà vu sur des documents de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Il y avait des chiffres visibles au bas du papier qui n'étaient pas le genre de chiffres qui apparaissent sur les factures d'assurance maladie d'entreprise standard. Mathilde annonça qu'elle avait trouvé le lapin. Morgane dit que c'était génial. Allons-y. Dans la voiture, de retour au marais, avec l'ours en peluche, le lapin et les crayons de couleur arrangés sur la banquette arrière selon un système que Mathilde expliquait à voix haute avec le sérieux absolu d'un architecte. La fillette dit alors, entre deux choses, de nulle part, comme les enfants disent les choses de nulle part, « Maman, connais-tu le docteur Jean Mercier qui s'occupe de papa ?» Morgane dit non. Qu'elle ne connaissait pas ce docteur. Mathilde dit que c'était le docteur Jean Mercier et qu'elle avait appris son nom en l'entendant. Que parfois le docteur Mercier appelait le téléphone portable de papa tard le soir. Et après, la voix de papa sonnait différemment quand il raccrochait. Morgane demanda, quel genre de différent ? Mathilde réfléchit quelques secondes, les yeux tournés vers la fenêtre. Plus lente, dit-elle, comme quand papa a mal à la tête et ne veut pas que nous sachions qu'il a mal à la tête parce qu'il pense que nous allons nous inquiéter. Morgane garda les yeux fixés sur la route. Mathilde continua avec exactement le même ton de narration de faits sur le monde. Papa a aussi un petit médicament qu'il met sous sa langue parfois quand il pense que je ne regarde pas. Elle avait demandé ce que c'était et il avait dit que c'était une vitamine spéciale pour adultes. Mathilde lui avait dit que les vitamines se prenaient avec de l'eau et n'allaient pas sous la langue. Et il avait dit que c'était une sorte de vitamine différente. La petite fille arriva à la conclusion que les adultes avaient parfois des façons de répondre qui n'étaient pas de vraies réponses. Morgane dit oui. Parfois les adultes faisaient cela. Cet après-midi-là, Morgane déjeuna avec Chloé, une amie de la faculté de droit qui était à Paris pour une semaine de réunion de conseil dans un restaurant japonais du quartier de l'Opéra. Où elles allaient lorsqu'elles avaient besoin d'une conversation sans ordre du jour qui se transformait inévitablement en une conversation avec ordre du jour. Chloé avait demandé comment Morgane allait. Morgane avait dit qu'elle allait bien. Chloé l'avait regardée avec le regard de quelqu'un qui sait que « bien » dans certaines circonstances est un mot qui agit comme un couvercle pour tout ce qui bouillonne en dessous. Puis Chloé dit qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas été sûre de mentionner ou non et avait décidé de le dire parce que garder ce genre de choses cachées a aussi un coût. Elle avait croisé Julien lors d'une réception de partenaires la semaine précédente, un événement auquel son cabinet de conseil avait été invité à présenter. Julien semblait très différent du Julien que Chloé avait vu à la fête du 40e anniversaire de Morgane en janvier. Silencieux, dit-elle, et plus mince avec quelque chose sur son visage qu'elle avait essayé de nommer mentalement depuis. Et le mot le plus proche qu'elle avait trouvé était l'épuisé, mais pas le genre de fatigue qui vient du surmenage. Le genre d'épuisement où quelque chose à l'intérieur vous vide même lorsque vous vous êtes reposé. Morgane dit que la culpabilité avait cet effet sur les gens. Chloé dit oui,
peut-être, d'une manière qui indiquait clairement qu'elle voulait dire peut-être pas. En début d'après-midi, Audrey envoya un court message texte avec un ton de véritable sollicitude demandant comment Morgane s'adaptait au nouvel appartement, si Mathilde avait aimé sa chambre. À la fin, il y avait une ligne qu'Audrey introduisit par au fait, presque comme si c'était un détail fortuit dont elle venait de se souvenir, mentionnant que Rachel Moreau s'était présentée à l'événement d'entreprise de jeudi et que Julien avait parlé avec elle pendant un temps considérable. C'était juste une information. Audrey affirma qu'elle estimait que Morgane méritait de savoir. Morgane lut le message, posa son téléphone face vers le bas sur la table de la cuisine et fixa le mur pendant quelques minutes. Puis elle reprit son téléphone et répondit « Merci » avec un point. Puis elle ouvrit le document de travail qu'elle avait rapporté à la maison et passa le reste de l'après-midi plongée dedans sans penser à autre chose, ce qui était un talent qu'elle avait développé il y a de nombreuses années et qui continuait d'être très utile. Cette nuit-là, après le bain de Mathilde, tandis que Morgane brossait les cheveux de la fillette assise sur le petit tabouret de la salle de bain, avec ses cheveux encore humides et sentant le shampoing à la fraise, Mathilde déclara avec le ton de quelqu'un qui rapporte un fait neutre sur le monde qu'elle suppose que l'autre personne ne connaît pas. « Papa a une photo de toi dans le tiroir de son bureau. Celui du bas à droite. La photo est posée face vers le haut à l'intérieur du tiroir. Pas de cadre, juste la photo. Et une fois, je me suis réveillée au milieu de la nuit en somnambule parce que ça arrive vraiment parfois, n'est-ce pas ? Demande à mamie. Et je suis allée dans le bureau de papa. Je ne sais pas pourquoi j'y suis allée, mais je l'ai fait. Et papa était assis à son bureau, la photo à la main. Il faisait très sombre, mais il y avait la lumière de la rue qui passait par la fenêtre. Je suis retournée dans ma chambre sans rien dire parce que je pensais que je lui ferais peur. Morgane arrêta de brosser. Mathilde continua, sa voix portant toujours cette cadence de narration de choses qui venaient de se produire. Il continuait à regarder la photo et à parler très doucement, très calmement, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Le ton de sa voix était comme quand quelqu'un s'excuse auprès de quelqu'un d'autre. Ça sonnait exactement comme ça. Morgane reprit le brossage, dit à Mathilde qu'il était l'heure d'aller au lit. Mathilde accepta, alla se brosser les dents en écoutant sa chanson de 2 minutes. Elle se coucha, demanda que la porte soit laissée à moitié ouverte comme d'habitude, et en moins de 10 minutes, sa respiration se transforma en un rythme de sommeil profond. Morgane resta dans la cuisine, la lumière allumée, sans ouvrir d'application sur son téléphone, sans allumer son ordinateur portable, ne faisant absolument rien. Il y avait le message d'Audrey à propos de Rachel Moreau. Il y avait ce que Chloé avait dit et la façon spécifique dont elle l'avait dit. Il y avait la petite pilule qui allait sous la langue et n'était pas une vitamine. Et la réponse de papa de Mathilde qui n'était pas une vraie réponse. Il y avait l'entête d'hôpital partiellement visible avec un numéro de facturation qui n'était pas une assurance maladie standard. Il y avait Julien, plus mince avec une couleur de peau qui n'était pas tout à fait normale et une voix qui ralentissait quand il raccrochait le téléphone au milieu de la nuit. Et il y avait l'image d'une Mathilde somnambule arrivant à la porte d'un bureau sombre et voyant son père tenant une photographie, lui parlant doucement comme un homme s'excusant auprès de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. Morgane alla se coucher et resta éveillée pendant un temps non mesuré avant de finalement s'endormir. Morgane organisa la rencontre avec Julien par le canal formel qu'ils avaient établi pour les communications concernant Mathilde et les questions de divorce en suspens, en envoyant un message à son avocat avec la justification de clarifier une clause de transition avant de signer le contrat final. Ce qui était partiellement vrai. Il y avait des clauses qui nécessitaient des éclaircissements, mais ce n'était pas la vraie raison. Et Morgane était avocate depuis assez longtemps pour connaître la différence entre le motif déclaré et le motif réel d'une réunion convoquée sous un prétexte technique. La vraie raison était que les questions s'étaient accumulées d'une manière qui rendait impossible de les contenir avec la discipline que Morgane avait pratiquée au cours des 4 derniers mois. La vraie raison était qu'il y avait une voix dans un bureau sombre parlant à une photographie et une petite pilule qui allait sous la langue et un numéro de facturation d'hôpital qui n'était pas une assurance normale et un Julien plus mince avec une couleur qui n'était pas normale. Et elle avait besoin de le regarder directement et de lui demander quelque chose, même si elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle allait demander. Julien confirma sa disponibilité pour vendredi à 19h dans son bureau au 31e étage du bâtiment du Bois à la Bourse. Morgane confirma.
Elle arriva à 19h02. Il restait peu de monde à l'étage exécutif. La plupart des couloirs s'étaient assombris automatiquement après les heures de bureau et la réceptionniste partait juste au moment où Morgan sortait de l'ascenseur. La femme dit « Monsieur Dubois vous attend », désigna le couloir et partit. Morgan descendit le couloir seul. Julien était debout lorsqu'elle entra, non pas derrière le bureau, mais face à la fenêtre panoramique donnant sur le quartier financier avec les lumières de la ville déjà allumées dans le crépuscule de juillet qui s'assombrissait tôt et vite. Lorsqu'il entendit la porte, il se retourna mais ne se dirigea pas vers le bureau. Il se tint au milieu de l'espace entre la fenêtre et la table, les mains dans les poches de son pantalon sombre, et dit qu'elle pouvait s'asseoir si elle le voulait. Morgan dit qu'elle allait bien debout. Il dit « D'accord, c'est le début ». Morgan présenta les clauses de transition qui nécessitaient des éclaircissements, les problèmes de délai d'enregistrement que son avocat avait soulevés concernant le transfert des 40% de capitaux propres. Julien répondit à chaque point avec la précision d'un homme qui connaît chaque ligne de ce qu'il a signé, sans pauses inutiles, sans détourner le regard. Il existait entre eux le genre de distance qui s'installe lorsque deux personnes qui se connaissent incroyablement bien décident simultanément et pour des raisons entièrement différentes de se traiter comme si elles ne se connaissaient pas du tout. Puis Morgan déclara qu'elle avait une autre question et qu'elle ne concernait pas les clauses. Elle mentionna qu'elle avait vu une partie d'un document avec un en-tête d'hôpital sur son bureau à l'appartement terrasse lorsqu'elle était allée chercher les affaires de Mathilde. Elle demanda directement si tout allait bien avec sa santé. Julien resta silencieux pendant une seconde. Puis il répondit, utilisant le même ton qu'il avait utilisé pour expliquer les clauses des 40% de capitaux propres, qu'il avait subi un examen de routine complètement sans importance et qu'elle n'avait pas à s'en inquiéter. La phrase sortit trop polie, portant la rapidité d'une réponse née de la répétition. Morgan fit remarquer que Mathilde avait mentionné le docteur Jean Mercier. Elle prononça son nom complet lentement. Julien ne changea pas d'expression. Mais il y eut un changement dans ses épaules qui parut légèrement différent pendant un très bref instant, le genre que la plupart des gens ne remarqueraient jamais. Mais Morgan le remarqua parce qu'elle connaissait ses épaules dans toutes les configurations possibles. Puis il redevint comme avant. Il dit, le docteur Mercier est un spécialiste qu'il consultait périodiquement, que les dépistages préventifs avec des spécialistes faisaient partie de soins de santé responsables et qu'il n'y avait rien à signaler à ce sujet. Il déclara que si elle n'avait plus de questions sur les clauses de transition, il serait préférable de terminer car il avait un engagement précédent plus tard. Morgan le fixa une seconde. Puis elle dit qu'elle avait une autre question, et celle-ci ne concernait pas non plus les clauses. Elle demanda pourquoi il avait tout abandonné sans se battre pour quoi que ce soit. Julien se tut d'une manière qui semblait différente du silence précédent. Celui-ci avait une texture différente. Morgan expliqua que Chloé avait préparé une stratégie de protection des actifs couvrant 16 points de litige potentiels, dont aucun n'avait été déclenché, et qu'il avait tout signé sans remettre en question une seule virgule. Il n'y avait aucune logique dans une dissolution d'actifs de cette ampleur qui conduirait volontairement à ce résultat, à moins qu'il n'y ait une raison de vouloir que Morgan ait absolument tout d'une manière qui ne pourrait jamais être contestée légalement par la suite. Le silence dura plus longtemps cette fois. Julien parla d'une voix que Morgan apprenait à reconnaître comme la voix qu'il utilisait lorsqu'il avait pris une décision finale. Et c'était la fin de tout. Signer ces papiers était la meilleure chose que tu aies jamais faite, Morgan. Pars et sois heureuse. Morgan partit. Elle atteignit l'ascenseur, appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et attendit que les portes se ferment. Puis elle réalisa qu'elle avait laissé son blazer sur le dossier de la chaise près de la porte du bureau de Julien. Le seul blazer adapté au froid artificiel des tours d'entreprise de la bourse, qu'elle avait mis avant d'entrer et retiré pendant la réunion lorsqu'elle avait ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température, mais avec quelque chose d'entièrement différent. L'ascenseur n'était pas encore descendu. Morgan appuya de nouveau sur le bouton du 31e étage, sortit lorsque les portes s'ouvrirent, et revint sur ses pas vers le bureau de Julien. La porte était entr'ouverte. Elle était partie sans la fermer complètement. Morgan était à 3 pas de la porte lorsqu'elle entendit sa voix. Elle n'avait pas la texture de quelqu'un parlant au téléphone. C'était la voix de quelqu'un parlant dans une pièce fermée à quelque chose qui ne peut pas répondre. Elle s'arrêta,
regardant à travers l'espace entre la porte et le cadre. Les lumières du bureau étaient éteintes. La fenêtre panoramique laissait entrer la lueur du soir d'un été parisien, ce qui était suffisant pour distinguer les contours, mais pas assez pour lire. Julien était assis à son bureau, non pas sur la chaise de bureau, mais sur le bord du bureau, penché légèrement en avant. Il tenait un simple cadre photo à la main qu'il avait pris dans le tiroir du bas du bureau, celui du bas à droite que Mathilde avait décrit. Morgane n'avait pas besoin de voir clairement pour reconnaître ce qu'elle regardait. Julien fixa la photo. Il parla d'une voix basse et calme qui n'avait aucun destinataire humain dans la pièce, comme quelqu'un verbalisant une conclusion atteinte dans une solitude totale et ne sachant toujours pas quoi en faire. « Je sais que j'ai fait la bonne chose, Morgane. » Il resta silencieux quelques secondes, puis dit « Mais pourquoi ça fait si mal ?» Non pas comme une question, mais comme une déclaration d'un fait qu'il avait vérifié à plusieurs reprises, et qui continuait d'être vrai d'une manière qu'il n'avait pas réussi à résoudre. Il continua à fixer la photo pendant quelques secondes de plus. Puis il parla encore plus doucement, d'une voix qui était presque purement un souffle. « Pardonne-moi si je me suis trompé. » Puis il se tut complètement, la tête légèrement inclinée sur la photo comme quelqu'un qui prête une attention particulière à une réponse qui n'est pas donnée. Morgane recula d'un pas, puis d'un autre. Elle retourna à l'ascenseur sans faire de bruit. Les portes se fermèrent. Dans le hall du bâtiment du bois, Morgane sortit sur le trottoir de la Bourse où la circulation avançait toujours lentement vers le périphérique avec la patience des conducteurs qui avaient déjà accepté que cela prendrait une éternité. Il y avait une brise chaude et humide qu'elle remarqua à peine, son esprit étant ailleurs. Elle se dirigea vers sa voiture, monta, ferma la portière et resta assise, la clé à la main, un moment avant de démarrer. Il y avait la voix de Julien dans un bureau sombre parlant à une photographie. Pardonne-moi si je me suis trompé, comme un adieu à ce qu'il avait choisi de faire. Il y avait signé ses papiers était la meilleure chose, sonnant comme une phrase qu'il avait prononcée pour la libérer de quelque chose. Il y avait le docteur Jean Mercier, chef d'électrophysiologie à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, spécialiste des arythmies complexes. Il y avait la petite pilule qui allait sous la langue. Morgane tourna la clé, démarra la voiture et rentra chez elle. Après avoir vérifié que Mathilde dormait profondément, elle ouvrit son ordinateur portable et chercha le logiciel d'analyse des métadonnées numériques qu'elle avait installé 2 ans auparavant lors d'une affaire de faux contrat au cabinet d'avocats où elle travaillait avant de devenir conseillère interne de Dubois. Le logiciel était automatiquement mis à jour via un abonnement d'entreprise toujours valide. Elle l'ouvrit. Elle chercha dans ses emails les fichiers qu'Audrey avait transmis cette nuit de mars. Supposément reçus d'une source qui les avait transmis à Audrey avec l'intention que Morgane connaisse la vérité. Morgane avait sauvegardé les fichiers desquels les avait reçus avec la précision automatique de quelqu'un qui sécurise des preuves avant de décider quoi en faire, un instinct que sa formation juridique avait installé en permanence. Il y avait 3 fichiers images. Elle les téléchargea sur son bureau et les importa dans le logiciel un par un. Le logiciel commença le traitement. Morgane alla faire du café. Pendant que le café infusait, elle tapa « Docteur Jean Mercier cardiologue Paris dans le moteur de recherche. Le premier résultat fut son profil institutionnel sur le site web de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Chef du département d'électrophysiologie cardiaque, spécialisé dans les arythmies complexes et les procédures d'ablation de haute complexité. Formé à Harvard, 16 ans à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Morgane fixa la page un moment, tenant la tasse de café dans ses mains sans boire. Les bilans de routine ne se font pas avec le chef d'électrophysiologie cardiaque de Harvard. Ce n'était pas un dépistage préventif. C'était un spécialiste de dernier recours. Elle retourna à l'ordinateur portable. Le logiciel traitait toujours les images. Elle s'assit avec son café et attendit. À 3h17 du matin, Morgane en était à sa 2e tasse de la nuit, refroidissant à côté de l'ordinateur portable lorsque le carillon de notification la tira de ses pensées. Elle se pencha vers l'écran. Le rapport technique était concis, possédant l'objectivité de quelque chose qui n'a aucun intérêt dans le résultat, seulement dans la précision. Les 3 images présentaient des incohérences de métadonnées indiquant une manipulation numérique.
Les données de chaque fichier enregistraient une date de création précédant la date de capture ostensible de 23 jours. Les coordonnées GPS intégrées dans les métadonnées de 2 des 3 fichiers pointaient vers un appareil situé dans un immeuble d'appartements du 7e arrondissement, Paris. L'appareil n'était pas le téléphone portable qui avait été laissé dans la bibliothèque du 16e arrondissement. C'était un ordinateur de bureau fonctionnant sous un système d'exploitation Windows enregistré à un compte utilisateur que le logiciel avait identifié via le numéro de série du matériel. Morgan fixa le rapport pendant longtemps. L'immeuble du 7e arrondissement était l'endroit où Audrey vivait depuis 6 ans. Morgan le savait parce qu'elle y était allée 2 fois pour les dîners d'anniversaire d'Audrey dans un appartement terrasse avec un balcon donnant sur le skyline de Paris. Les photos avaient été fabriquées sur l'ordinateur d'Audrey 23 jours avant d'apparaître sur le téléphone laissé sur le bureau de la bibliothèque d'Éléonore la nuit du dîner de mars. Quand Audrey avait suggéré à Morgan d'aller chercher Julien, Audrey l'avait orchestré avec la préméditation de quelqu'un qui exécute un plan délibéré. Le téléphone était là, attendant que quelqu'un aille chercher Julien. Audrey avait suggéré que Morgan soit celle qui y aille. Morgan resta entièrement immobile pendant un temps non mesuré. Assise à la table de la cuisine du Marais avec l'écran du logiciel allumé devant elle et le café froid à ses côtés. La prise de conscience de ce qu'elle regardait arriva par couche car il y avait trop à traiter d'un coup. Il y avait une raison très claire pour qu'Audrey veuille Morgan hors de Caldwell Holdings. Morgan avait initié un audit volontaire du fonds social de l'entreprise 6 mois plus tôt dans le cadre des responsabilités fiduciaires qu'elle avait assumées en tant que conseillère juridique interne. L'audit avait découvert des irrégularités qu'elle était encore en train de cartographier lorsque sa situation familiale s'était effondrée et qu'elle avait abandonné le processus à mi-chemin. Audrey était la vice-présidente des opérations et se trouvait directement sur le chemin de tout ce que Morgan avait commencé à suivre. Morgan prit son téléphone. Il était 3h21 du matin. Elle appela l'inspecteur Nolan Leroy, un détective privé avec qui elle avait travaillé sur 3 affaires de fraude d'entreprise pendant ses années au cabinet d'avocats. Nolan répondit à la 2e sonnerie, sa voix portant le ton de quelqu'un qui se réveille vite ou n'était jamais endormi, ce qui pour un détective privé revenait exactement à la même chose. Morgan lui dit qu'elle avait besoin des données brutes de l'audit du Fonds social du bois qu'elle avait commencé 6 mois auparavant et arrêté. Elle lui dit qu'elle avait besoin de la version la plus complète disponible d'ici 6h du matin. Nolan dit qu'il avait les dossiers. Morgan dit merci et raccrocha. À 4h31 du matin, Morgan se tenait dans le hall du bâtiment du bois, à la Bourse. Le garde de sécurité de nuit la connaissait par son nom, ayant travaillé dans le bâtiment pendant les 3 années où elle était conseillère interne. Il dit « Bonsoir, madame ». Elle dit « Bonsoir ». Le tourniquet lut la carte d'accès que Julien n'avait jamais rendue aux ressources humaines et n'avait jamais demandé de bloquer, un fait que Morgan avait vérifié à 3h45 du matin via le portail RH auquel elle conservait miraculeusement encore un accès en lecture seule. Le 31e étage était dans l'obscurité automatique des premières heures, éclairé uniquement par les lumières d'urgence du couloir. Le bureau de Julien était dans le coin sud-ouest. Morgan l'ouvrit avec la clé qui était restée sur son porte-clés depuis ses 3 années en tant que conseillère interne, une clé que Julien n'avait jamais réclamée. La lampe de bureau fournissait suffisamment de lumière. Elle l'alluma et alla directement au tiroir inférieur droit du bureau. Le dossier médical était à l'intérieur d'une chemise beige avec le logo de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière sur la couverture. Morgan le sortit et l'ouvrit sur le bureau. Arythmie cardiaque complexe. La première occurrence documentée remontait à 8 mois auparavant lors d'un vol de Paris à New York. Lorsque Julien avait demandé à l'hôtesse de l'air un défibrillateur automatisé, pour ensuite refuser l'atterrissage d'urgence proposé par l'équipage parce que l'épisode avait diminué avant qu'il n'atterrisse. Le rapport de consultation initiale avec le docteur Jean Mercier contenait un vocabulaire technique que Morgan ne pouvait pas traduire entièrement, mais elle pouvait en traduire suffisamment pour comprendre la terrible image. C'était une condition qui rendait le muscle cardiaque très vulnérable aux épisodes d'arrêt cardiaque soudain lors de moments de stress physique ou émotionnel intense, avec une récurrence imprévisible et progressive si elle n'était pas traitée. Il y avait des enregistrements de 2 épisodes mineurs dans les mois suivants. Les 2 inversés sans intervention d'urgence,
tous deux méticuleusement documentés, aucun communiqué à un seul membre de la famille. L'ablation chirurgicale était prévue pour 7 heures du matin ce jour-là. Le risque de complications intraopératoires documentées s'élevait à 30%. Au coin inférieur de la dernière page du rapport, sur une ligne blanche laissée intentionnellement ou trouvée par hasard, il y avait une note manuscrite de la main de Julien. La même écriture utilisée pour les listes de courses, les notes sur le réfrigérateur et les petits messages qu'il laissait à Mathilde quand il quittait la maison avant qu'elle ne se réveille. Morgane ne peut pas savoir. Elle doit être libre de recommencer sans culpabilité. Morgane fixa cette phrase pendant un temps qu'elle ne suivit pas. Puis elle ouvrit le tiroir de nouveau. Sous le dossier médical reposait une pile de 11 enveloppes non scellées organisées par date à la même encre noire. La plus ancienne enveloppe portait la date de leur premier anniversaire de mariage. La plus récente portait une date d'il y a 3 semaines. Morgane ouvrit la première enveloppe. Ma très chère Morgane, aujourd'hui marque exactement 1 an jour pour jour depuis le jour où tu as commandé un latte dans une boulangerie du Sentier et que tu m'as dit, complètement impassible après en avoir déjà bu la moitié, que tu ne buvais absolument jamais de café. J'ai enfermé ce détail comme si c'était quelque chose de précieux qui n'avait pas sa place. Je ne sais pas pourquoi j'écris ceci à 23 heures un mardi soir. Je sais seulement que je ne peux pas m'endormir sans t'écrire quelque chose. Elle lut la 2e. Elle lut la 3e. La 4e était du 4e anniversaire de Mathilde où Julien décrivait l'expression exacte de Morgane lorsque la petite fille avait soufflé les bougies et qu'il avait ressenti une brûlure dans ses propres yeux. La 6e était d'un voyage d'affaires à Lyon où il avait neigé hors saison et il avait pensé à elle avec chaque flocon qui tombait parce qu'elle avait mentionné une fois qu'elle n'avait jamais vu de vraie neige et il s'était promis qu'il l'emmènerait la voir un jour. La 8e était du jour où Morgane était restée jusqu'à minuit aux urgences avec Mathilde brûlant d'une forte fièvre et Julien était venu les chercher à minuit 30. Les 3 rentrant silencieusement dans le haut marais vide avec Mathilde endormie et eux deux sur la banquette arrière. La 11e enveloppe, la plus récente d'il y a 3 semaines, commençait différemment des autres. Je ne vais pas l'envoyer. Je ne vais envoyer aucune de ces lettres, mais j'ai besoin d'écrire que ce matin tu es sorti et je t'ai regardé partir et je n'ai rien dit parce que j'avais déjà décidé que c'était comme ça que ça devait être. Et après je suis restée au même endroit bien plus longtemps que je n'aurais dû parce que je ne voulais pas retourner à l'intérieur où tu n'étais plus. Je sais ce que je fais et je sais exactement pourquoi je le fais. Et pourtant je n'arrive toujours pas à convaincre ma poitrine que c'était la bonne décision. Parfois je me demande si tu comprendrais si je te le disais. Puis je me souviens que je ne peux pas te le dire et si tu restes ce sera pour la mauvaise raison et je préfère te perdre vraiment plutôt que de t'avoir pour la mauvaise raison. Cette phrase n'a même pas de sens mais c'est tout ce que j'ai. Morgane plia la lettre soigneusement, fixant les 11 enveloppes sur le bureau de son mari. Il était 5h43 du matin. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre commençait à prendre cette nuance de préaube qui n'est ni sombre ni clair mais quelque chose de pris entre les deux. Elle prit son téléphone et appela Monsieur Richard Lefebvre, le président du conseil d'administration de Caldwell Holdings, avec qui elle avait travaillé en étroite collaboration pendant ses années de conseil. Elle savait qu'il se réveillait à 5h30 tous les jours parce qu'il l'avait mentionné lors d'une réunion tardive à Londres quand tout le monde se plaignait de l'heure, déclarant que 5h30 était en fait tard pour lui. Lefebvre répondit à la 3e sonnerie. Morgane dit, « Monsieur Lefebvre, c'est Morgane Dubois. J'ai besoin de vous et de 2 autres membres du conseil dans le couloir de l'unité de soins intensifs cardiaques de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à 6h45 ce matin. J'expliquerai tout à votre arrivée. Le sujet est Audrey Dubois et 4,3 millions d'euros manquants au fonds social de l'entreprise. » Lefebvre resta silencieux pendant exactement 2 secondes. Puis il dit, « Je serai là. » Morgane ouvrit alors l'email de Nolan, qui était arrivé tôt le matin pendant qu'elle lisait les lettres. Le rapport était entièrement assemblé, complet avec toutes les pièces jointes de suivi des transferts et l'identification des sociétés écrans. Elle l'ouvrit, navigua directement vers les 3 dernières pages qu'elle avait laissées incomplètes en janvier lorsqu'elle avait décidé que sa situation familiale en ruine rendait impossible de continuer, et les termina là, au bureau de Julien. Avec la lampe allumée et la ville commençant à s'éclairer à l'extérieur de la vitre. Puis elle examina le document entier, vérifia chaque ligne et l'envoya par email à 3 destinataires,
Lefebvre, le service juridique externe de l'entreprise et son propre email personnel comme sauvegarde permanente. Il était 6h22 lorsque Morgan sortit du bâtiment du bois et plaça les 11 enveloppes dans son sac. Son blazer était déjà dans la voiture depuis la veille. À 6h38 du matin, Morgan se tenait devant l'entrée principale de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, avenue Bosquet, la ville de Paris se réveillant autour d'elle avec le bruit agressif spécifique du premier trafic matinal, entièrement distinct du trafic de toute autre heure. L'opération de Julien était prévue à 7h. Il était en préparation depuis au moins 30 minutes à l'intérieur. Morgan fixa les portes vitrées automatiques de l'hôpital, passa son sac sur son épaule, vérifia que les 11 enveloppes étaient à l'intérieur et entra. La salle d'attente de l'unité de soins intensifs cardiaques au 3e étage de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière avait 8 chaises bleues alignées contre le mur et une fenêtre donnant sur une cour intérieure de l'hôpital. Avec un arbre qui semblait avoir passé suffisamment de temps là pour avoir été témoin de bien trop de choses. Morgan arriva à 6h40, 5 minutes avant l'heure qu'elle avait donnée à Lefebvre. Elle choisit une chaise qui offrait une vue dégagée sur l'entrée de la pièce et le couloir principal de l'étage. Il y avait 2 autres personnes qui attendaient, une femme âgée tenant un chapelet, priant silencieusement les yeux fermés, et un homme en costume fixant son téléphone avec l'expression de quelqu'un qui tente de lire mais n'absorbe rien. Morgan s'assit et plaça son sac sur ses genoux, posant les 2 mains dessus. Lefebvre arriva à 6h42 avec 2 membres du conseil que Morgan reconnut instantanément, David Moreau, le directeur financier le plus ancien de l'entreprise, et Claire Bernard, la directrice juridique. Que Morgan avait toujours cru posséder le meilleur radar pour les incohérences de toutes les personnes qu'elle avait rencontrées en 15 ans de pratique du droit. Les 3 arrivèrent ensemble avec l'air de personnes qui avaient quitté leur maison incroyablement tôt sans savoir exactement pourquoi, décidant simplement de faire confiance à l'appel. Lefebvre dit bonjour avec la précision d'un homme qui dit exactement ce qui doit être dit. Morgan dit « Merci d'être venu ». Elle leur demanda à tous les 3 de se tenir dans la salle d'attente dans une position où ils pourraient entendre une conversation dans le couloir adjacent sans en être le centre visuel. Lefebvre la regarda avec l'expression d'un président du conseil qui sait exactement quand suivre les instructions sans exiger d'explications prématurées et dit simplement « Compris ». Les 3 s'assirent. Audrey arriva à 6h47. Elle entra vêtue du blazer gris graphite ajusté que Morgan l'avait vu porter lors des présentations formelles au conseil. Ses cheveux étaient attachés en arrière, un sac de designer sur une épaule. Elle affichait le comportement précis de quelqu'un montrant une réelle préoccupation pour le bien-être d'un cousin subissant une opération, ayant fortuitement reçu un message de Morgan demandant une brève réunion avant la procédure. Morgan avait envoyé ce message à 6h05 du matin, déclarant simplement qu'elle avait besoin de parler avant que Julien ne passe sur le billard. Audrey avait répondu qu'elle serait là de toute façon. Quand Audrey aperçut Morgan debout dans le couloir près de l'entrée de la salle d'attente, elle sourit et dit qu'elle était soulagée de la trouver, que son cœur était lourd de la situation de Julien et que c'était si terriblement difficile pour toute la famille. Morgan dit « Bonjour, Audrey », puis sortit sa tablette de son sac. Elle dit qu'elle avait quelque chose qu'elle voulait lui montrer avant toute autre conversation. Elle ouvrit le rapport d'analyse des métadonnées numériques et tendit l'écran à Audrey, ne disant absolument rien, lui permettant de le lire. Audrey lut. Le processus prit suffisamment de temps pour effacer tout doute qu'elle comprenait exactement ce qu'elle regardait. Morgan dit, les 3 images montrent des métadonnées de création sur un appareil de bureau situé dans un immeuble d'appartements du 7e arrondissement 23 jours avant qu'elles n'apparaissent sur le téléphone portable dans la bibliothèque du 16e arrondissement. Les données matérielles identifient le numéro de série de l'appareil. Vous avez vécu dans cet immeuble du 7e arrondissement pendant 6 ans. Audrey fixa l'écran, puis regarda Morgan. Il y eut quelque chose qui traversa son visage, représentant le moment très spécifique où une personne qui a construit une structure méticuleuse réalise qu'il y a un problème catastrophique dans les fondations, mais n'a toujours pas de clarté sur l'étendue totale des dégâts. Ou si une voie d'évacuation viable existe. Audrey balbutia que les fichiers pouvaient être manipulés, que les données logicielles n'étaient pas une preuve définitive, que les métadonnées pouvaient être modifiées rétroactivement. Que Morgan était dans un état émotionnellement compromis à cause du divorce et s'était raccroché à une explication délirante. Morgan parla de nouveau.
Il y a aussi le rapport d'audit du Fonds social du bois que j'ai commencé en janvier et envoyé ce matin à Monsieur Lefebvre et Claire Bernard. Il contient la documentation de transfert vers des sociétés écrans totalisant 4,3 millions d'euros sur 18 mois, le tout acheminé vers un compte associé à la société de conseil de votre cousin à la Défense. Quant à la carte d'accès que j'ai utilisée pour entrer dans le bâtiment de l'entreprise à 4h30 ce matin, Julien n'a jamais révoqué mes accréditations de conseillère interne auprès des ressources humaines. Vous pourrez le vérifier à l'ouverture du bureau. Audrey resta complètement silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis elle fit l'erreur catastrophique que les personnes très intelligentes commettent lorsqu'elles réalisent que leur structure est compromise, mais croient obstinément que le contrôle narratif est toujours une option. Elle éleva la voix. Elle accusa Morgane d'avoir pénétré par effraction dans le bureau de Julien, d'avoir violé son intimité à un moment où il était totalement fragile, déclarant que c'était le comportement déséquilibré d'une femme qui ne pouvait pas accepter que son mariage soit terminé. Elle prononça cela avec une intensité croissante qui résonna dans le couloir de l'unité de soins intensifs cardiaques d'un hôpital à 6h50 du matin avec 8 chaises bleues entièrement visibles à moins de 4,50 m et 3 individus assis dedans absorbant chaque mot. Morgane dit très doucement, presque sans volume, « Monsieur Lefebvre ». Lefebvre se leva de la chaise bleue. David et Claire le suivirent. Les trois s'avancèrent dans le couloir. Lefebvre dit « Bonjour » Audrey utilisant un ton où « bonjour » n'était pas un salut mais une communication d'entreprise mortelle d'une nature vastement différente. Audrey les vit, regarda de l'un à l'autre, et comprit pleinement ce qu'elle venait de faire. Elle était tombée directement dans une conversation que Morgane avait préparée, portant l'arrogance aveuglante de quelqu'un qui croyait contrôler le conseil, et elle avait parlé assez fort au bon endroit en présence des bonnes personnes. S'assurant que tout argument ultérieur sur des métadonnées manipulées serait infiniment plus difficile à prendre au sérieux pour quiconque. Claire déclara avec le calme absolu d'une directrice juridique de carrière qu'ils exigeraient une conversation formelle une fois le bureau ouvert. Qu'Audrey ne devrait absolument pas faire d'autres déclarations sans la présence d'un avocat et qu'il serait préférable pour elle de rentrer immédiatement chez elle. Audrey partit sans prononcer un autre syllabe, les talons assortis au blazer gris graphite cliquetant, faisant le bruit de quelqu'un qui bat en retraite avant même de le vouloir. Morgane leur dit à tous les trois, « Merci ». Lefebvre répondit qu'elle était celle qui avait fait le travail, ce qui était vrai dans tous les sens imaginables. Puis il demanda comment elle se portait. Morgane dit qu'elle attendait que son mari sorte de l'opération. Lefebvre posa brièvement sa main sur son épaule, déployant le geste d'un homme qui ne possède pas de mots adéquats pour la gravité d'une situation, mais désire communiquer sa solidarité quand même. Il lui dit de l'appeler si elle avait besoin d'absolument quoi que ce soit, et les trois se retirèrent dans une salle de réunion mise à disposition par l'hôpital. Morgane retourna à la chaise bleue dans la salle d'attente, s'assit et posa son sac sur ses genoux. À 6h55, une infirmière à qui elle avait parlé à l'entrée des soins intensifs s'approcha pour dire que le patient Dubois était en salle de préparation et que la famille pouvait entrer pour un très bref instant avant le début de la procédure. Elle prévint que cela devait être rapide car l'équipe était presque prête à commencer. Morgane entra. Julien était sur le lit de préparation, portant la blouse d'hôpital avec les électrodes du moniteur cardiaque déjà attachées à sa poitrine, la ligne verte de son rythme cardiaque montant et descendant sur l'écran à côté de lui. Il était allongé les yeux grands ouverts, fixant le plafond quand elle entra. Puis il tourna la tête. Le moniteur enregistra un pic de rythme qui dura 2 secondes avant de se stabiliser. Morgane se tint à exactement 1 mètre du bord du lit, sortit les 11 enveloppes de son sac et les posa sur la couverture pliée juste à côté de son genou. Julien regarda les enveloppes, les reconnut sans avoir besoin d'en ouvrir une seule, et resta silencieux pendant un long moment. Puis il leva les yeux vers Morgane. Elle dit, « Je les ai toutes lues. » Julien ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, son visage affichait l'expression d'un homme qui avait passé des mois à construire méticuleusement un mur massif, pour le voir s'effondrer d'un coup sans avertissement, le laissant complètement incertain s'il était soulagé ou terrifié. Il ressentait probablement les deux simultanément. Il parla d'une voix légèrement rauque du matin teintée d'une émotion qui n'avait rien à voir avec l'heure. « Tu n'aurais pas dû venir. » Morgane dit, « Je sais exactement ce que tu essayais de faire et tu avais tort. » Julien ouvrit la bouche pour parler.
Morgan le coupa. J'ai trouvé les lettres. Je connais la procédure. Je sais ce que tu as écrit sur la dernière page du rapport médical. Et tu avais complètement tort sur ce dont j'avais besoin. Il se tut. Il y eut une tension visible qui se relâcha de ses épaules. La tension spécifique d'un homme qui a porté un fardeau incroyablement lourd entièrement seul pendant très longtemps et qui ne sait soudainement plus comment son corps doit réagir lorsque le poids est instantanément levé. Il murmura, « Je ne voulais pas que tu restes par culpabilité. » Morgan dit, « Tu ne m'as jamais donné l'occasion de vraiment choisir. » Il répondit doucement, « Je sais. » Le docteur Mercier entra dans la pièce accompagné de 2 membres de l'équipe chirurgicale, affichant l'expression d'un professionnel communiquant gentiment que le temps de visite était officiellement écoulé. Il jeta un coup d'œil au moniteur, puis à Morgan, et l'informa qu'elle devait retourner immédiatement dans la salle d'attente car il partait. Morgan attrapa son sac. Alors qu'elle dépassait le bord du lit, elle posa sa main sur celle de Julien pendant exactement 1 seconde, pas une fraction de plus, et dit doucement, en utilisant la voix qu'elle réservait pour dire l'absolue vérité sans construire de mur autour d'elle, « Ne meurs pas. » Il la regarda avec une expression qu'elle aurait besoin de beaucoup de temps pour décrypter complètement. Puis l'équipe médicale se mit en mouvement, et Morgan sortit dans le couloir. Elle s'assit sur la chaise bleue dans la salle d'attente. Il était 6h59 du matin. 4h23. En ces 4h23, Morgan ouvrit l'ordinateur portable qu'elle avait fourré dans son sac avant de quitter la maison et finalisa les 3 dernières pages du rapport d'audit du Fonds social du bois qu'elle avait laissé incomplète en janvier. C'était le travail qu'elle avait commencé 6 mois plus tôt, dans l'intention de le mener à bien, qu'elle avait abandonné à mi-chemin parce que l'effondrement de sa famille avait rendu insupportable de continuer en tant que conseillère interne. Elle termina les 3 pages, révisa le document complet page par page, et vérifia chaque chiffre et chaque référence. À 9h17 du matin, avec le bureau de l'entreprise déjà pleinement opérationnel et les lignes téléphoniques du bureau du procureur ouvertes, elle soumit le rapport complet. Armée de toutes les pièces jointes de suivi des virements et du rapport d'analyse des métadonnées numériques comme preuve complémentaire, directement à la ligne de dénonciation officielle des crimes en col blanc. C'était le travail qu'elle avait commencé 6 mois auparavant. Elle le termina sans avoir la moindre idée si son mari était vivant de l'autre côté d'une porte qu'elle ne pouvait pas ouvrir. Non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce que travailler était ce qu'elle savait faire quand il ne restait rien d'autre à faire au monde que d'attendre. Faire le travail était la seule méthode qu'elle possédait pour s'assurer que la terreur n'était pas la seule chose assise dans la pièce avec elle. Mathilde arriva à 11h du matin avec sa grand-mère maternelle qui avait reçu un appel de Morgan à 7h30 expliquant juste assez la situation. Mathilde entra dans la salle d'attente, son sac à dos sur les épaules et l'ours en peluche fermement calé sous son bras, annonçant avec la nonchalance d'une responsable logistique, rapportant un fait. Qu'elle avait apporté l'ours parce que les ours se sentent seuls lorsqu'ils sont laissés seuls dans des appartements pendant des choses très importantes. Morgan serra farouchement sa fille dans ses bras. Mathilde demanda si papa allait bien. Morgan dit qu'il était en chirurgie et qu'il allait bien. Mathilde déclara qu'elle le savait déjà. Elle le dit avec la certitude hyper spécifique d'une enfant de 6 ans, une conviction qui n'est ni naïve ni arrogante, mais quelque chose de magique existant parfaitement entre les deux, qui n'appartient qu'à cet âge et finit par disparaître avec le temps sans prévenir personne de son départ. À 14h41 de l'après-midi, le docteur Mercier émergea du couloir, affichant un pronostic très favorable sur son visage avant même d'ouvrir la bouche. Il annonça que la procédure avait été conclue avec un succès complet, que le rythme cardiaque de Julien s'était stabilisé exactement comme prévu, qu'une période de récupération stricte était obligatoire, mais que le pronostic était excellent et que les chances de récidive avec un traitement approprié étaient significativement réduites. Il ajouta que la famille pouvait entrer par petits groupes à partir de 20 minutes. Morgan resta avec sa mère. Mathilde resta avec sa grand-mère sans que personne n'ait besoin d'expliquer pourquoi, faisant preuve d'un autre de ses talents intuitifs de 6 ans que Morgan pensait parfois que sa fille avait simplement été née en sachant, et qui disparaîtrait aussi peu à peu sans avertissement. Julien était sur le lit de récupération, les yeux fermés, branché à un moniteur qui affichait maintenant un rythme cardiaque merveilleusement stable et régulier, ressemblant à une ligne qui avait enfin trouvé son niveau approprié.
L'infirmière mentionna qu'il se remettait de l'anesthésie et se réveillerait très bientôt. Morgane s'assit sur la chaise juste à côté du lit. Elle tenait l'une des 11 lettres à la main, la toute première, qu'elle avait tirée de son sac pendant l'attente angoissante sans se rendre pleinement compte quand elle l'avait fait. Julien ouvrit les yeux 26 minutes plus tard. Il fixa le plafond blanc et vide pendant plusieurs secondes avec l'expression d'un homme recalibrant lentement où il se trouvait et ce qui venait de se passer. Puis il tourna la tête sur le côté. Quand il vit Morgane assise sur la chaise à côté de lui, il resta parfaitement immobile. Le rythme sur le moniteur ne piqua pas. Puis il parla, sa voix épaisse et recouverte de la texture de l'anesthésie, plus lente et plus lourde que la normale, mais entièrement présente dans la pièce. « Quelle était la dernière lettre que tu as lue » Morgane répondit, celle sur la boulangerie du sentier. Julien la regarda longtemps, affichant cette expression qu'elle apprenait encore à traduire dans cette nouvelle configuration de leur vie. Puis il dit, « Je n'ai jamais bu un autre latte après ce jour sans penser à toi. » Morgane dit, « Tu aurais pu me le dire. » N'importe quoi, un seul mot. Julien leva les yeux vers le plafond un instant avant de répondre. Il murmura, « J'étais terrifié que tu restes par pitié. » Morgane demanda doucement, « Et tu penses vraiment que je ne serais pas restée pour de vrai ?» Il y eut un silence, le genre spécifique qui ne supplie pas d'être rempli. L'infirmière s'était discrètement éclipsée de la pièce quelques minutes auparavant. Devant la fenêtre de la salle de récupération, Paris s'installait dans une soirée de juillet, prenant un orange profond et meurtri avant de plonger dans l'obscurité rapide d'un hiver de la côte. Julien la regarda de nouveau et admit, « Je ne savais tout simplement pas. » Morgane dit, « Je sais. Nous sommes tous les deux de grands idiots. » Le coin de la bouche de Julien exécuta un mouvement qui ne se qualifiait pas tout à fait de sourire complet, mais qui se dirigeait reconnaissablement vers l'ébauche d'un sourire d'un homme qui venait de subir une chirurgie cardiaque majeure et qui réussissait encore à localiser les coordonnées exactes de la joie. Quand la bonne femme dit la bonne chose, il murmura avec un diagnostic entièrement différent. Morgane répondit, « Le tien guérira. » Ils restèrent silencieux un moment, et ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le genre rare de calme qui se produit lorsque deux personnes n'ont plus besoin d'entasser des mots dans l'espace entre elles pour que cet espace prenne parfaitement sens. Puis la porte de la chambre d'hôpital s'entr'ouvrit lentement et Mathilde entra sur la pointe des pieds avec l'ours en peluche coincé sous son bras. Elle fixa son père avec de grands yeux et s'approcha du lit avec les pas prudents de quelqu'un essayant désespérément d'être délicate tout en échouant légèrement parce qu'elle a 6 ans et que la délicatesse physique totale est encore en construction. Elle s'appuya contre le bord du lit, s'abstenant explicitement de grimper car l'infirmière lui avait dit de ne pas le faire. Elle murmura, « Papa. » Julien posa sa main lourde sur les cheveux de sa fille. Mathilde déclara, portant l'absolue conviction de quelqu'un qui confirme une prédiction de longue date à un ami proche, « Je savais que tu allais bien. » Elle prononça la déclaration sans regarder l'un ou l'autre en particulier, l'offrant à l'univers et à eux deux également. 6 semaines plus tard, la procédure de divorce fut officiellement terminée sans ratification. Audrey avait présenté sa démission immédiate le matin après la procédure de Julien, devançant la convocation formelle du conseil. Une manœuvre que l'avocat de Morgane nota rarement en faveur de la partie coupable, mais que les gens tentent quand même lorsque toutes les autres issues sont verrouillées. L'enquête du procureur de la République avait été officiellement lancée sur la base du rapport massif soumis à 9h17 ce matin-là. Rempli de suffisamment de documentation à toute épreuve pour garantir que le processus légal suivrait son cours absolu indépendamment de toute manœuvre corporative interne. L'appartement terrasse du Haut-Marais resta le même appartement exact, avec les mêmes fenêtres exactes et la même lueur orange exacte de Paris qui se répandait dans le coin du salon les soirs d'hiver. Julien y avait passé 2 semaines à se rétablir, et après, il n'est tout simplement jamais parti. Il n'y eut pas de grande annonce, pas de déclaration dramatique. À un certain point tacite, il était juste là et il continua d'être là. Et Mathilde réorganisa sa vaste collection d'animaux en peluche dans sa chambre pour inclure en permanence l'ours en peluche, le lapin en crochet et la girafe qui avait été laissée à la maison de Saint-Tropez. Et la maison devint lentement ce qu'une maison ressent lorsque les personnes qui sont censées s'y trouver sont exactement là où elles appartiennent. Julien ne se réveillait plus au milieu de la nuit pour parler à une photographie.
Parfois à 3 heures du matin, il était encore éveillé, et Morgan était éveillé aussi. Et tous deux savaient que l'autre était éveillé parce que les gens qui dorment dans le même lit assez longtemps apprennent à distinguer le rythme précis de la respiration du sommeil de la respiration de quelqu'un qui est grandement éveillé et ne le dit simplement pas. Quand il descendait à la cuisine, il préparait 2 tasses de café, une pour lui et une pour la personne qu'il savait descendrait peu après. Dans le tiroir inférieur droit du bureau à domicile, il y avait maintenant 11 enveloppes et un simple cadre photo. Mais le tiroir restait fermement fermé parce que la photographie était sur l'étagère du salon où elle était toujours censée être, reposant à un endroit où la lumière de l'après-midi la frappait à un angle que Mathilde avait personnellement approuvé comme le bon. Mathilde dit à l'ours en peluche juste avant d'aller dormir ce vendredi, le calant dans l'oreiller juste à côté de son visage, utilisant le ton discret et autoritaire de quelqu'un qui clôt un sujet pour toujours, je savais que ça allait marcher. J'ai toujours su.